En 2004, un homme d'âge moyen non identifié a été retrouvé près d'une benne à ordures d'un Burger King à Richmond Hill, en Géorgie. Cet homme était nu, brûlé par le soleil et inconscient. Mais plus mystérieux encore, il n'avait ni nom, ni passé, ni souvenir et aucune trace de son existence. Ce que vous allez entendre pourrait ressembler à l'intrigue d'un film de Christopher Nolan. Mais il s'agit de l'histoire vraie, plus étrange que la fiction, du premier inconnu américain vivant, Benjamin Kyle. C'était un matin d'été chaud à Richmond Hill, en Géorgie. Sanyo Auer, une employée de Burger King, se dirige vers la benne à ordures pour y jeter les déchets lorsqu'elle tombe sur un homme nu étendu par terre, inconscient. Même si le jour n'est pas encore levé, cet homme transpire et semble même avoir un coup de soleil. Des fourmis de feu grouillent sur tout son corps, laissant de vilaines marques de morsures rouges, tandis qu'une éruption cutanée rougeâtre lui couvre la peau. Auer n'est décidément pas assez payée pour ça. Elle hurle et court à l'intérieur du restaurant où elle appelle la police. L'homme est réveillé, bien qu'il semble très perturbé. Constatant qu'il ne s'agit de rien de grave, l'un des policiers résume l'affaire dans son rapport. Il s'agit d'un vagabond retrouvé endormi. Peu après, une ambulance arrive et emmène l'homme non identifié à l'hôpital St. Joseph de Savannah. Comme il n'a pas de nom et que l'hôpital compte déjà un inconnu, ils baptisent leur nouveau patient Burger King Doe. À l'hôpital, les médecins procèdent à un examen physique de Burger King Doe et, à première vue, Becky Doe est en bonne santé, hormis une éruption cutanée rouge et une cataracte qui l'ont presque rendue aveugle. Même ses constantes vitales sont excellentes. Son sang est sain et, selon le médecin, ses résultats d'analyse sont étonnamment normaux. Cependant, Becky Doe a l'air plutôt mal fagoté. Il a une longue barbe sale et ses ongles sont couverts de crasse. À l'arrière de son crâne se trouvent 3 petites dépressions, ainsi que des cicatrices au cou et au bras gauche. Mais ces signes physiques semblent provenir de traumatismes antérieurs, ce qui signifie que Becky Doe n'a pas été agressée récemment. Cela rend également son histoire quelque peu étrange. À mesure que les médecins interagissent avec Becky Doe, ils commencent à se rendre compte qu'il y a un sérieux problème psychologique chez lui. Par exemple, Doe refuse de manger, de parler ou d'ouvrir les yeux. Et si quelqu'un essaie de lui toucher la poitrine, il secoue violemment les mains et les jambes. Il lui faudra d'ailleurs plusieurs jours à l'hôpital avant d'accepter enfin de manger des glaçons et de dire quelques mots. Lorsqu'il y parvient, il raconte aux infirmières qu'on l'appelle Becca et qu'il a vécu dans les bois pendant 17 ans. Quelques jours plus tard, Doe est victime d'un épisode psychotique et est transféré au Memorial Health, un hôpital public situé de l'autre côté de la ville. Il est alors admis en psychiatrie, où les médecins tentent à nouveau d'en savoir plus sur lui. Mais Becky Doe ne semble pas se souvenir de grand-chose de lui. Il ne se souvient pas de son nom, ni d'où il vient, ni comment il est arrivé en Géorgie, ni de sa famille. Il a quelques soupçons sur ses origines, mais ce ne sont que des spéculations. Il n'en est pas sûr. Il dit qu'il vient probablement d'Indianapolis et qu'il a probablement 3 frères, même s'il ignore totalement leur nom, ni même leur apparence. À ce propos, Becky Doe ne semble pas non plus se souvenir de beaucoup d'images et les rares dont il se souvient sont assez floues. Il se souvient d'un vieux cinéma, d'une longue route traversant un champ de maïs et de quelques rues, d'un endroit qu'il croit être Denver, mais hormis ces quelques images floues, Becky Doe ne se souvient de rien d'autre. Il y a une chose qu'il sait avec certitude. Il est né exactement 10 ans avant la plus grande pop star de tous les temps, Michael Jackson. Cela place l'anniversaire de Doe au 29 août 1948. Au fil du temps, Becky Doe semble aller mieux psychologiquement. Il commence à parler un peu plus, et même si ses souvenirs ne reviennent pas vraiment, il va visiblement bien. Il a donc quitté l'hôpital psychiatrique pour le centre de soins primaires J.C. Lewis, qui s'occupe des sans-abri. C'est là que Becky Doe se souvient pour la première fois de son vrai nom, ou du moins de ce qu'il croit être son vrai nom.
Benjamin avec 2 A. Benjamin ne se souvient pas de son nom de famille. Alors, en attendant, il choisit le nom de Kyle, Benjamin Kyle. Même si Kyle est quasiment sans abri, sa nouvelle vie au refuge s'avère plutôt agréable. Il est très serviable pour les tâches ménagères, ce qui fait de lui un favori de tous. Il se révèle également un lecteur vorace, parcourant la petite bibliothèque du refuge à une vitesse remarquable. Bref, 2 ans plus tard, Kyle se fait une nouvelle amie. Et même s'il l'ignore encore, cette amie jouera un rôle crucial dans son cheminement vers la redécouverte de son identité perdue. La nouvelle amie de Kyle est une infirmière d'âge mûr, aux allures de grand-mère, nommée Catherine Slater. Lorsque Slater rencontre Kyle pour la première fois, elle est attirée par lui. Puis, elle entend son histoire et, profondément émue, elle décide sur le champ d'aider Kyle à découvrir qui il est et à retrouver sa famille, coûte que coûte. Avec le recul, Slater dirait qu'elle s'était lancée à la recherche de la véritable identité de Kyle, persuadée que cela lui prendrait 6 mois maximum. En réalité, Slater, avec toute une communauté d'inspecteurs de police, d'agents du FBI, de journalistes d'investigation, de généalogistes et de détectives amateurs, allait passer près de 10 ans à tenter de résoudre cette affaire. Ce qui rend le cas de Kyle particulièrement mystérieux, c'est qu'il a été maintes fois présenté sur Internet et à la télévision. Il était vu par des millions de personnes et évoqué par toute l'Amérique, et pourtant, pas une seule personne n'a osé dire qu'elle le connaissait. Et il faut reconnaître à quel point tout cela est étrange, car nous vivons à une époque de documentation et de surveillance extrêmement sophistiquée. Nous disposons de multiples moyens pour surveiller les autres et permettre aux autres de nous surveiller. Sécurité sociale, réseaux sociaux, big data, casier judiciaire, code de crédit, drone, écoute téléphonique, téléphone portable avec appareil photo. Les humains ont créé une société où des gens comme Benjamin Kyle ne devraient jamais exister. Et pourtant, il était là, un inconnu, sans nom légal et sans trace de son existence. Comment cela a-t-il pu arriver ? Lorsque Catherine Slater se lance à la recherche de l'identité de Benjamin Kyle, elle suppose que quelqu'un le recherche lui aussi. Elle fouille donc les formulaires de recherche de personnes disparues sur Internet et publie des photos de Kyle sur les forums. Mais rien n'y fait, personne ne reconnaît Kyle. Une fois la porte fermée, Slater contacte la police. Vu l'état dans lequel Kyle a été découvert, elle avait supposé que Benjamin avait probablement été agressé par quelqu'un qui lui avait également volé ses vêtements. Mais lorsqu'elle parle à la police de Richmond Hills, on lui informe que Kyle n'a pas été agressé et qu'aucune enquête criminelle n'a donc été ouverte. N'ayant d'autre choix que de porter l'affaire devant le FBI, Slater refuse de se saisir de l'affaire. Ne pas savoir qui vous êtes peut être tragique, mais ce n'est certainement pas un crime, et il refuse donc d'enquêter. Néanmoins, de comparer les empreintes digitales de Kyle avec la base de données nationale du FBI. Vous l'ignorez peut-être, mais cette base de données est la plus importante au monde. Elle contient plus de 100 millions d'empreintes. Mais lorsque les empreintes digitales de Kyle sont examinées, aucune correspondance n'est trouvée. Le FBI publie également les photos de Kyle sur sa page des personnes disparues, faisant de lui le premier Américain à être déclaré disparu, même si sa localisation était connue. Mais cela ne permet pas non plus d'obtenir de nouvelles pistes. Élargissant le rayon de recherche, le FBI envoie des copies des empreintes digitales de Kyle aux forces de l'ordre canadiennes et à Interpol. Rien. Le FBI vérifie même auprès des services des marshals américains pour voir si Kyle était en sécurité, mais encore une fois, rien. Au moins, maintenant, on sait que Kyle n'était pas un criminel. Ou était-il simplement trop malin pour être arrêté ? Bref, à un moment donné, les enquêteurs commencent à se demander et si Kyle était effectivement répertorié dans la base de données du FBI, mais sous un autre nom. Ils décident donc de vérifier toutes les personnes disparues dont les caractéristiques physiques correspondent à celles de Kyle depuis les années 70. 350 cas plus tard, l'identité de Kyle reste introuvable. En 2007, Slater est profondément frustrée. Chaque nouvelle piste qu'elle suit aboutit à une impasse. Elle décide alors de contacter les médias. Peut-être que si plus de gens voyaient les photos de Kyle, quelqu'un finirait par l'identifier. Comme on pouvait s'y attendre, dès que les médias grand public ont eu vent de l'incroyable histoire de Kyle,
Elle a fait le tour du monde. Soudain, Kyle a commencé à recevoir de multiples appels pour des interviews, les médias se multipliant à raconter des histoires sur le vrai inconnu, l'homme de nulle part, le John Doe vivant. La large couverture médiatique déclenche un afflux d'informations de tout le pays, laissant croire que le plan de Slater fonctionnait. Malheureusement, à force d'appliquer ses conseils, les uns après les autres, ils aboutissent tous à une impasse. Puis, un jour, le Dr Phil appelle. Il veut inviter Kyle et Slater dans son émission. Ce sera évidemment un moment crucial dans la quête de la véritable identité de Kyle, car le Dr Phil a un public impressionnant. Alors, sans hésiter, Slater et Kyle prennent l'avion pour Los Angeles afin d'enregistrer l'émission. Lorsque l'épisode est enfin diffusé le 16 octobre 2008, il est regardé par plus de 4 millions de personnes et presque autant de personnes suivent de les rediffusions. Le Dr Phil met également en place une ligne d'assistance téléphonique pour les personnes reconnaissant Kyle. Mais une fois de plus, tous les renseignements reçus sont soit vagues, soit totalement inutiles. Tout à l'heure, et j'ai expliqué à Ben à ce moment-là qu'il n'y avait pas de surprise aujourd'hui. On ne va pas se précipiter pour exhiber ta femme et tes 5 enfants, ni rien de ce genre, parce que je ne pense pas que ce serait bien de faire ça avec toi. Ce qu'on veut, c'est en apprendre le plus possible sur toi. Lentement, le rêve de Kyle de découvrir sa véritable identité semble se transformer en cauchemar. C'est une chose d'être absent, mais c'en est une autre de réaliser que personne ne vous manque. Lorsque les médias ont entendu l'histoire, ils ont été déterminés à résoudre le mystère. « Bonjour Benjamin », normalement on demande « Comment vas-tu ?» Mais dans ton cas, on demande « Qui es-tu ?» Et puis, le médecin est intervenu. Voici une photo de Benjamin prise avec une régression d'âge, car il a peut-être observé différents agents. Finalement, le FBI s'est penché sur l'affaire. Depuis, ils ont relevé mes empreintes digitales à plusieurs reprises, électroniquement et selon la méthode Hoddink, et ils ne les ont retrouvées dans aucune base de données. Mais à ce jour, nous n'avons tout simplement pas réussi à l'identifier. En pratique, je n'existe pas. Benjamin est devenu le premier citoyen américain à être porté disparu, même si on savait où il se trouvait. Et le FBI en est resté là. Tous ceux à qui nous avons parlé ont juré haut et fort qu'ils allaient résoudre l'affaire. Ce ne fut pas le cas. Faute d'une fin heureuse, les médias ont abandonné. Tous les médias nationaux veulent que l'histoire soit racontée en détail quand ils me présentent à ma famille, mais ils ne le font pas avant que cela n'arrive. Ils ne veulent pas, ils ne sont pas intéressés par un article sur les recherches. En fait, quand on y pense, c'est assez pathétique que personne ne recherche quelqu'un qui a disparu. N'y a-t-il pas quelqu'un d'assez important dans votre vie passée pour ne pas vouloir vous chercher ? Bref, quelques mois après l'épisode du Dr Phil en février 2009, Catherine Slater reçoit un appel d'une femme nommée Colleen Fitzpatrick. Fitzpatrick se présente comme détective généalogique et explique qu'elle peut utiliser les bases de données ADN et les archives publiques pour vous aider à explorer votre histoire familiale. Je sais que le terme détective généalogique peut paraître un peu étrange, mais il s'avère que Fitzpatrick est vraiment excellente dans son travail. Elle a notamment identifié les restes d'un enfant noyé sur le Titanic, ainsi que celui d'une personne dont le bras avait été préservé dans la neige d'Alaska après sa mort dans un accident d'avion en 1948. Fitzpatrick connaît donc vraiment son sujet et peut-être pourrait-elle aider Kyle avant que sa situation ne s'aggrave. Il est déjà dans une situation assez difficile. Même s'il a emménagé chez Slater après avoir quitté le refuge, Kyle n'a pas de numéro de sécurité sociale et comme il en avait probablement déjà un par le passé, la sécurité sociale dit ne pas pouvoir lui en attribuer un nouveau. Cela signifie que Kyle ne peut pas trouver d'emploi, ni même bénéficier de bons d'alimentation, ni d'autres aides gouvernementales. Son seul moyen de survivre est de tondre les pelouses des voisins de Slater pour la modique somme d'environ $100 par mois. Il est intéressant de constater qu'à mesure que son état s'aggrave, Kyle semble retrouver quelques souvenirs, de simples îlots de souvenirs. Par exemple, il se souvient d'avoir assisté à la foire de l'État de l'Indiana lorsqu'il était enfant et d'avoir acheté des sandwichs au fromage pour 25 cents.
Il se souvient aussi d'être arrivé à Boulder, dans le Colorado, juste avant la grande inondation de Thompson et d'avoir adoré manger mexicain chez un certain Mama Elena à Denver, même s'il détestait le service d'un restaurant appelé Hazard's. Kyle se souvient également qu'il lisait un magazine intitulé « Restaurants and Institutions » à la bibliothèque de l'Université du Colorado et qu'il avait vu le film Car Wash au cinéma à Denver, sachant que Lavage Auto est sorti en 1976 et que la grande inondation de Thompson a également eu lieu la même année. Kyle aurait vécu dans le Colorado du milieu des années 1970 au milieu des années 1980. Malheureusement, ce sont les seuls souvenirs supplémentaires dont Kyle a pu se souvenir. Sa mémoire était alors parfaitement intacte. Pendant ce temps, Fitzpatrick s'envole de Californie pour la Géorgie afin de parler à Kyle, le trouvant amical et éloquent. Après avoir discuté avec lui, notre détective généalogiste commence ses recherches en publiant des articles sur Kyle dans les journaux locaux d'Indianapolis, Denver et Boulder. Elle contacte également les services des permis de conduire de Géorgie, du Colorado et de l'Indiana pour voir s'ils pourraient comparer la photo de Kyle à un permis de conduire. Comme Kyle est catégoriquement né le 29 août 1948, Fitzpatrick consulte également les données de cette période. Faire part de naissance, certificat de naissance, registres paroissiaux et même registres de conscription. Elle distribue ensuite des prospectus aux restaurants et aux refuges pour sans-abri de l'Indiana. Mais comme vous pouvez probablement le prédire à ce stade, aucun de ces efforts n'aboutit. Même la séance de Kyle avec un hypnotiseur, qui a servi à retrouver des souvenirs de personnes enlevées par des extraterrestres, comme les enfants africains qui ont vu des extraterrestres. Mais avec Kyle, cela n'a pas été d'une grande aide. Fitzpatrick décide donc d'examiner le corps de Kyle pour voir si quelque chose qu'ils auraient manqué plus tôt pourrait les rapprocher d'une solution. Kyle ne portait pas d'alliance et il ne semblait pas en avoir jamais porté. Il n'avait pas non plus de piercing, de tatouage, ni de taches de naissance. Il avait cependant de nombreuses cicatrices. Une sur la clavicule qui semblait provenir d'une opération et 2 cicatrices en arc de cercle sur le coude gauche que Kyle soupçonne d'avoir contracté vers la vingtaine après une chute d'un quai de chargement dans l'Indiana. Que Kyle se souvienne bien ou non, le traumatisme a laissé un os fracturé, nécessitant une fixation par 2 vis. Cela aurait pu être très utile à l'enquête de Fitzpatrick, mais la vis est extrêmement courante et donc impossible à localiser. Ne découvrant rien d'utile sur le corps de Kyle, Fitzpatrick commence à fouiller son ADN. La tentative du FBI de trouver une correspondance ADN a peut-être échoué, mais le généalogiste ne recherche pas de correspondance ADN. Elle recherche les proches de Kyle. Grâce à des services d'ascendance comme 23 et MI, Fitzpatrick n'a qu'à soumettre l'échantillon d'ADN de Kyle. Une fois les résultats obtenus, elle peut reconstituer l'arbre généalogique de Kyle, en commençant par les parents les plus éloignés, puis en réduisant la liste jusqu'aux parents de Kyle, ce qui permettrait de résoudre définitivement cette affaire. Cette fois, les efforts de Fitzpatrick ont été fructueux. Le test montre que Kyle pourrait avoir un lien familial avec une famille appelée les Powell. Super, ça veut dire que le nom de famille de Kyle est bien Powell, non ? Enfin, pas si vite. Tout ce que nous savons pour l'instant, c'est que Kyle et la famille Powell partagent un ancêtre commun du XXe siècle. Malgré tout, c'est une piste plutôt solide et tout se déroule sans accroc. Fitzpatrick découvre non seulement l'ancêtre lointain de Kyle, mais aussi qu'il semble avoir un nombre significatif de correspondances génétiques proches en Transylvanie et à Pickens, en Caroline occidentale. Elle publie donc des annonces dans un journal transylvanien tout en essayant de contacter d'autres Powell connus pour obtenir leurs échantillons d'ADN. Des centaines d'heures plus tard, Fitzpatrick est sur le point de faire une découverte majeure dans l'affaire. Mais soudain, Kyle la coupe complètement, sans aucune explication. Peu après que Kyle ait mis un terme brutal au travail de Fitzpatrick sur son dossier, il rencontre une autre généalogiste, C. Moore. Tout comme Fitzpatrick, Moore connaissait le test euclidien, mais elle était également experte en analyse ADN autosomique, qui produit des résultats beaucoup plus détaillés. Le chromosome Y étant transmis par les hommes d'une famille, il ne peut révéler qu'un côté des branches les plus éloignées de l'arbre généalogique. L'ADN autosomique, en revanche, provient du père et de la mère. On peut donc voir des branches de toute la famille. Il suffit donc d'en obtenir suffisamment pour pouvoir reconstituer un arbre généalogique. Or,
Même si l'analyse de l'ADN autosomique est plus détaillée que le test hygromique et que Moore est extrêmement compétente dans son travail, le cas de Kyle s'avère extrêmement difficile pour la généalogiste. Elle progresse certes, mais cela prend beaucoup plus de temps que Moore ne l'aurait imaginé lorsqu'elle a pris le dossier en charge. Quoi qu'il en soit, les correspondances ADN trouvées par Moore suggèrent que la plupart des ancêtres de Kyle étaient nord-européens, et que ses grands-parents et arrière-grands-parents paternels venaient probablement d'Amérique du Sud. Le plus proche parent de Kyle pour l'instant semble être un certain Abraham Lovely Powell qui a vécu au 19e siècle. Moore continue de travailler sur le cas de Kyle, cherchant par tous les moyens à se rapprocher de sa véritable identité. Mais les années passent et le monde tourne le dos à Kyle. Les médias ne relayent plus son histoire. Les demandes d'interviews s'essoufflent et désormais toute chance d'identifier Kyle semble s'évanouir. Et puis, un jour, de nulle part, Kyle reçoit un appel. C'est Moore. Et elle a une bonne nouvelle. Pendant des années, Moore avait essayé de reconstituer les informations génétiques de Kyle. Mais un jour, une généalogiste de Caroline du Sud l'a contactée. Cette dame avait entendu parler du travail de Moore sur Facebook. Mais plus intéressant encore, c'était une Powell. Et elle se rendait à une réunion de famille. La coïncidence était on ne peut plus heureuse. À la demande de Moore, la Powell prélève des échantillons d'ADN sur ses cousins lors de la fête. Et ces échantillons aident Moore à compléter l'arbre généalogique de Kyle. Des dizaines d'heures plus tard, Moore retrace la filiation de Kyle jusqu'à l'un des arrière-petits-fils de la famille Powell, décédé dans l'Indiana. Peu après, elle tombe sur un album de fin d'année de 1967 du lycée Jefferson de Lafayette. Lorsqu'elle aperçoit un adolescent avec d'énormes lunettes, un sourire en coin et une mâchoire en forme de lanterne, elle sait immédiatement qu'il s'agit de Kyle. Ou devrais-je plutôt dire William Burgess Powell. Il s'avère que Kyle avait raison sur presque tout ce dont il se souvenait de son passé. William Burgess Powell est né de Furman et Marjorie Powell le 29 août 1948, exactement 10 ans avant la naissance de Michael Jackson. Le père de Kyle, Furman, est décédé en 1969 dans un accident de bateau, tandis que sa mère est décédée des suites d'un cancer en 1996. Comme il le soupçonnait, Kyle avait 3 frères, Furman Jr., Thomas et Robert. Thomas est mort enfant, mais Furman Jr. et Robert étaient toujours en vie. Furman Jr. dans la maison familiale de Lafayette et Robert en Floride. Découvrir l'identité de Kyle fut une immense victoire pour lui, pour sa famille et pour tous ceux qui travaillaient sur son dossier. Cependant, cela ne résolvait pas tous les mystères entourant Benjamin Kyle, comme la raison de sa perte de mémoire et l'endroit où il se trouvait pendant les 2 décennies de sa disparition. La dernière trace connue de William Burgess Powell remonte à 1983. Après cette date, plus aucun revenu, ni adresse, ni numéro de téléphone, ni prêt immobilier, ni certificat de mariage, rien du tout. Il doit y avoir quelque chose dans ces 2 décennies manquantes qui nous mènerait à l'histoire de l'étrange amnésie de Kyle, sauf bien sûr s'il inventait tout. Après tout, il ne serait pas le premier à le faire. Bon, on est en décembre 2007. Un homme d'âge moyen, John Ronald Darwin, entre dans un commissariat de police du West End, à Londres, et déclare « Je pense avoir disparu ». C'est très étrange, car Darwin a été déclaré mort il y a plusieurs années, en décembre 2003, après une sortie en kayak sur la mer du Nord en mars 2002, et n'est jamais revenu. Les sauveteurs partis en mer à sa recherche n'ont rien trouvé d'autre que son canoë brisé en morceaux, ce qui les a conduits à penser que Darwin s'était probablement noyé après un accident de canoë. Et pourtant, il était là. La dernière chose dont je me souviens clairement avant tout cela, c'est un séjour en Norvège en 2000, dit-il. J'ai de vagues souvenirs d'avoir été en kayak, mais je ne me souviens pas de l'accident ni de ce qui a précédé. Lorsqu'on lui a demandé de quoi il s'agissait le 11 septembre, Darwin a répondu « 20 ». Et lorsqu'on l'a interrogé sur le 7 juillet, en référence aux attentats de Londres de 2005, Darwin a répondu 14. Il semblait que Darwin souffrait réellement d'amnésie jusqu'à ce que son dossier médical revienne et qu'on découvre que les symptômes de Darwin n'étaient pas du tout similaires à ceux ressentis par les personnes vivant avec l'amnésie.
Darwin avait tout simulé. Lui et sa femme étaient endettés jusqu'au cou. Ils avaient donc élaboré un plan élaboré pour simuler sa mort afin de toucher l'argent de l'assurance. Le duo a même menti à leur fils, leur faisant croire que Darwin était mort, tout en encaissant leurs gains et en vivant au Panama. Malheureusement pour eux, la législation panaméenne sur les visas a changé. Et ils ont dû vérifier leur identité et obtenir un visa d'investisseur s'ils voulaient rester dans le pays. Darwin savait que sa fausse identité ne résisterait pas à ce niveau de contrôle. Il a donc décidé de rentrer au Royaume-Uni sous son vrai nom et une fausse amnésie. Alors, oui, il est tout à fait possible que Kyle ait simulé son amnésie, mais avons-nous des preuves? Eh bien, il y a des aspects flous dans l'histoire de Kyle que je n'ai pas encore évoqués, et personne n'est peut-être mieux placé pour répondre à la question de savoir si Kyle simulait ou non son amnésie que Catherine Slater, la femme qui l'a recueilli et hébergé pendant plusieurs années. Je devrais probablement commencer par vous dire que Kyle n'était pas tout à fait la personne qu'il prétendait être. Bien sûr, en le regardant sur les photos et les vidéos, on dirait un petit chiot perdu qui cherche à se retrouver dans ce monde. Mais Kyle était bien plus que cela. Son départ du refuge est en réalité entouré d'une certaine controverse. Michael Elliott, le président du refuge, affirme que son départ a été très dramatique. Apparemment, il y avait eu une dispute au sujet du salaire. Et Kyle avait simplement abandonné son trousseau de clés un beau jour, puis avait quitté le refuge pour ne jamais revenir. Heureusement pour Kyle, Slater et lui étaient déjà amis à l'époque, alors elle l'a invité à venir vivre chez elle, n'ayant nulle part où aller. Cependant, cet arrangement s'est avéré moins idéal pour Slater car plus elle apprenait à connaître Kyle, moins elle croyait à ses histoires. D'une part, Kyle ne semblait pas très désireux de retrouver sa véritable identité. C'était Slater qui s'occupait de tout. Contacter les médias, les détectives en ligne, les inspecteurs, etc. Kyle, en revanche, n'a pratiquement pas levé le petit doigt pour aider. Lorsqu'elle lui demanda pourquoi, Kyle affirma qu'il était Benjamin Kyle depuis longtemps déjà, et que même si elle découvrait qui il était vraiment, il se sentirait probablement toujours comme Benjamin Kyle. Au début, cette explication parut logique à Slater, mais au fil du temps, il commença à sentir que quelque chose clochait chez Kyle. Elle commença à sentir qu'il aimait être cet amnésique sans passé ni famille. La seule question était de savoir pourquoi. Peut-être y avait-il un traumatisme dans son passé, car ses motivations ne semblaient pas financières. À plusieurs reprises, Slater avait tenté de lever des fonds pour offrir un nouvel appartement à Kyle, mais celui-ci refusait tout don. Il semblait vraiment réticent à toute forme de charité. Si seulement il pouvait être un meilleur invité cependant, laisser Kyle entrer chez elle allait peut-être rester l'un des plus grands regrets de Slater. Cet homme s'était révélé être un colocataire horrible, accumulant des objets inutiles, détruisant des parties de sa maison et allumant un feu dans son jardin sans permis. Toutes ces choses ont fini par pousser Slater à bout et elle lui a demandé de partir. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez un point dans la relation de Kyle et Slater, car cela se répète. Lorsque Slater a rencontré Kyle pour la première fois, il lui avait semblé très charmant, ce qui l'avait amené à se demander pourquoi personne ne le recherchait. Mais en le connaissant mieux, elle a commencé à voir son vrai visage, d'une certaine manière. On dirait presque que Kyle s'est créé ce personnage de chiot perdu et blessé, attendant d'être recueilli, nommé et soigné. Comme s'il avait conçu toute sa personnalité de Benjamin Kyle uniquement pour susciter la sympathie. Hello, my name is Benjamin Kyle. You don't know who I am, and quite frankly, neither do I. For the past 6 years, I've been looking for something. Something just out of reach. What's the matter? What? I'm sorry, but who are you? Oh, Hector has been hurt in a horrible accident. He can't remember who he is. He got amnesia. I don't have a social security number, but I'm still a person. Nobody has recognized me, but I still have a past. I'm going to tell you my story because I want a future. I can't do this by myself. This is my SOS. My name is Benjamin Kyle, and this is my story. Et cela nous pousse d'autant plus à nous demander quel sombre passé Kyle pourrait bien cacher. Bref,
Comme je vous l'ai déjà dit, Slater n'était pas le seul à se laisser séduire par le personnage apparemment hypocrite de Kyle. Après son départ de chez Slater, Kyle partit pour Jacksonville, où il trouva un emploi de plongeur chez Crazy Fish, un petit restaurant au bord de l'eau. Le propriétaire, Josh Schrute, allait découvrir que Kyle s'y connaissait en matériel de restauration, du fonctionnement du grill au réglage de la friteuse, en passant par le rangement des casseroles et le nettoyage du matériel. Comme d'habitude, Kyle s'est montré travailleur et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il devienne le meilleur employé de Schrute. Tout comme Slater, Schrute s'est rendu compte que, pour une raison inconnue, il était simplement attiré par Kyle. En fait, selon Schrute, c'est généralement une personne très méfiante et paranoïaque qui dort avec une arme à côté de son lit. Mais pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, il s'est retrouvé à faire entièrement confiance à Kyle, enfin jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus. Il semble qu'à un moment donné, Kyle est emménagé avec son patron, et comme vous l'aviez peut-être déjà prédit, cet arrangement a donné lieu à des révélations intéressantes pour Schrute. Schrute avait surtout observé que Kyle avait une mémoire photographique pour tout, sauf pour sa propre histoire. Posez-lui n'importe quelle question sur n'importe quel sujet, et Kyle vous donnerait son avis. Mais juste après, posez-lui une question sur lui-même, et il deviendrait immédiatement étrangement vague. Étrange, n'est-ce pas? On dirait que tous ceux qui ont la chance d'être proches de Kyle finissent par douter de ses histoires ou au minimum par se méfier de lui. Mais ne devrait-ce pas être l'inverse? Si Kyle était vraiment amnésique, ceux qui ont vécu avec lui ne devraient-ils pas pouvoir le confirmer sans l'ombre d'un doute? Pourquoi est-ce différent avec Kyle? Pourquoi les gens qui le côtoient finissent-ils par douter de lui? Slater doutait de lui, Schrute doutait de lui. Colin Fitzpatrick, la généalogiste qui avait tenté de l'aider à retrouver sa famille, avait des doutes après qu'il l'eut brusquement interrompue alors qu'elle s'approchait d'une solution. Ce qui, soit dit en passant, accrédite les propos de Slater sur son apparent désintérêt à être retrouvé. Certes, Moore a fini par découvrir sa véritable identité, mais rappelons que ce n'était pas vraiment grâce à l'aide de Kyle. Du moins, pas la plupart du temps. De plus, lorsqu'elle l'a appelé pour lui annoncer la nouvelle, il lui a raccroché au nez. Et ce n'est pas tout. Il existe un site web appelé websleuths.com. Il s'agit essentiellement d'un forum de discussion amateur où des détectives du web se réunissent pour enquêter sur des affaires de personnes disparues. Ils y consacrent souvent des centaines d'heures et parviennent même à résoudre l'affaire plus tôt que la police à plusieurs reprises. Autant dire que ces personnes savent ce qu'elles font. En 2007, l'affaire Kyle était l'une des plus populaires du site, jusqu'à ce que, petit à petit, de nombreux membres en viennent à la même conclusion: Kyle ne disait pas la vérité. Du moins, pas toute la vérité. Les détectives du web disposèrent de 2 preuves majeures pour étayer leurs conclusions. La première était que, contrairement à la rumeur, Kyle n'avait pas été retrouvé inconscient. Un membre du personnel avait parlé à l'un des agents intervenus le jour où Kyle avait été retrouvé. L'agent avait affirmé que Kyle était pleinement conscient au moment de sa découverte. Il avait également affirmé que Kyle était capable de parler, mais qu'il avait simplement choisi de ne pas le faire. De plus, Kyle et Slater étaient de tous deux réticents à partager son dossier médical. À l'époque, leur raisonnement était que Memorial, l'hôpital où Kyle avait été transféré, leur demandait de l'argent qu'ils n'avaient pas. Cependant, un détective du web prétendant avoir des contacts à Memorial a affirmé que l'hôpital avait déclaré avoir fourni gratuitement à Kyle son dossier médical complet en août 2008. Toutes ces histoires étranges, prises ensemble dans leur contexte, ne donnent certainement pas à Benjamin Kyle une image positive. Et s'il était sincère, commençons par cet homme, Harold Coppice, enquêteur très respecté et chargé de dossiers au FBI. Lorsque Kyle et Slater furent invités par le Dr Phil, Coppice fut également invité à flairer Kyle et à s'assurer de son authenticité avant de participer à l'émission. Sa conclusion ? Il le croyait. Certes, ce n'est pas 100%, mais venant d'un homme aussi respecté qu'Harold Coppice, et compte tenu des doutes qui pèsent sur Kyle, c'est énorme. Selon Coppice, tous les aspects importants de l'histoire de Kyle sont vérifiés. Les ambulanciers, les employés de Burger King et tous les agents intervenus le jour où Kyle a été retrouvé ont tous déclaré que Kyle était inconscient. Certains ont même dit qu'il semblait mort. Coppice a également emmené Kyle chez un psychologue à Atlanta, le docteur Jason A. King, et même s'il ne révèle jamais les conclusions de ce dernier, il affirme que le rapport médical de Kyle l'a conforté dans sa conviction qu'il disait la vérité. Et il est difficile de contredire la science.
Quant à l'officier, qui a affirmé au détective du web que Kyle avait été retrouvé conscient, contacté par un journaliste d'investigation, il a nié cette affirmation et confirmé la version initiale, à savoir que Kyle avait été retrouvé inconscient et incapable de parler. À vrai dire, la plupart des rapports médicaux des examens effectués sur Kyle semblaient corroborer l'affirmation selon laquelle Kyle ne simulait pas son amnésie. Il ne se souvenait vraiment plus de qui il était. À 2 reprises à l'hôpital de Richmond, Kyle a souffert d'un épisode psychotique pour lequel il a été traité par antipsychotique, d'octobre 2004 à janvier 2005. On ne peut pas simuler une psychose comme ça, et même si on le faisait, un psychologue professionnel devrait pouvoir flairer votre stratagème à des kilomètres. Et ce n'est pas tout. Le docteur Jason King a fait passer à Kyle 21 tests neuropsychologiques différents, et tous l'ont amené à la conclusion que Kyle ne simulait pas. Et c'est difficile de contester cela, car si un médecin soumet quelqu'un à 21 tests différents et ne parvient toujours pas à déterminer que son patient simule sa maladie, alors son permis d'exercer devrait lui être retiré. Quoi qu'il en soit, d'après l'examen de Kyle par King, il pense qu'il souffre d'une amnésie dissociative. Selon le manuel Merck de diagnostic et de thérapie, cette amnésie se produit lorsqu'une personne commence à oublier des informations personnelles importantes qui ne devraient normalement pas être perdues lors d'un oubli ordinaire. Il existe différents types d'amnésie dissociative, et le cas de Kyle ressemble beaucoup à une fugue. Lors d'une fugue, le patient oublie qui il est, voyage vers un nouveau lieu et parfois même se crée une identité entièrement nouvelle. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux indique que les fugues sont une forme catastrophique d'amnésie dissociative. Et Kyle n'est pas le seul à en avoir souffert. En 1887, un homme nommé Ansel Bourne se rendit chez sa sœur en tramway tiré par des chevaux. Malheureusement, il n'est jamais arrivé. 2 mois plus tard, un homme nommé A.J. Brown dort dans sa chambre lorsqu'il se réveille soudain, paniqué. Selon la légende, Brown avait emménagé en Pennsylvanie environ 6 semaines plus tôt. Ayant décidé de s'installer à Norristown, Brown loue un petit appartement et une boutique où il vend des jouets et des bonbons. Chaque semaine, il se rend à Philadelphie pour approvisionner sa boutique, puis le dimanche, il se rend à l'église méthodiste située juste en bas de la rue. Pendant 6 semaines, telle fut la vie d'A.J. Brown. Et pourtant, ce jour fatidique, à son réveil, rien ne lui semblait familier. Rien du tout. Anxieux, Brown se précipite chez son propriétaire, exigeant qu'il lui dise où il était et comment il était arrivé là. Le propriétaire est encore plus perplexe lorsque Brown lui explique qu'il ne s'appelle pas A.J. Brown, mais Ansel Bourne. Brown lui donne alors des informations sur son neveu, que le propriétaire fait venir par télégraphe. À son arrivée, le neveu de Brown confirme sa version. Brown est en réalité Bourne. Plus tard, lorsque Bourne tenta de se rappeler comment il était arrivé à Norristown depuis son domicile de Rhode Island, il réalisa qu'il n'avait aucun souvenir de ces 6 semaines. La seule chose dont il se souvenait, c'était du tramway qui devait le conduire chez sa sœur. Comme vous pouvez le constater, cela ressemble beaucoup à l'expérience de Kyle, ce qui conforte la conclusion selon laquelle il souffrait d'amnésie dissociative. Je tiens toutefois à souligner que la plupart des cas connus de fugue n'ont duré que quelques jours, voire quelques mois au maximum, ce qui rend le cas de Kyle encore plus étrange, car il semble être en état de fugue depuis 2 décennies. Pour l'instant, admettons que ce soit le cas. Après tout, la plupart des rapports médicaux penchent également vers cette conclusion. La question est désormais de savoir ce qui a bien pu arriver à Kyle pour déclencher cet état, car d'après ce que nous savons, l'amnésie dissociative est généralement causée par le stress ou un traumatisme. En fait, il n'est pas rare qu'une personne ayant subi un traumatisme important souffre d'amnésie. Et c'est parce que chez une personne traumatisée, l'amnésie pourrait être un moyen de couper court au flux de pensées traumatisantes et de protéger le cerveau de souffrances supplémentaires. La fugue semble être une forme très exagérée de cette impulsion, et bien que peu fréquente, elle a été observée chez des personnes ayant eu une enfance très violente. Il s'avère que Kyle a eu une enfance très traumatisante. Selon Furman Jr., le frère aîné de Kyle, la vie familiale des Powell était très chaotique. Leur mère, Marjorie, était une accumulatrice, ce qui explique probablement l'instinct de Kyle. Leur père, Furman Sr., était alcoolique et violent et semblait cibler Kyle comme l'objet de sa colère. Furman Jr. n'a pas voulu entrer dans les détails, mais il a affirmé que les abus étaient réguliers et brutaux.
C'était peut-être de ce traumatisme que le cerveau de Kyle essayait de le protéger lorsqu'il est entré en fugue. Enfin, ce n'est pas tiré par les cheveux. Prenons par exemple le prénom adopté par Kyle, Benjamin. Ce prénom a des racines hébraïques et signifie « fils bien-aimé ». Ce détail peut paraître anodin jusqu'à ce qu'on réalise que, dans l'amnésie dissociative, même si la conscience ne parvient pas à accéder aux souvenirs traumatiques, le comportement d'une personne peut néanmoins être influencé inconsciemment par ce souvenir. Il est donc tout à fait possible que le traumatisme de Kyle ait influencé son choix de nom, même s'il ne s'en souvenait plus. De la même manière, il accumulait des choses sans se souvenir de sa mère ni de son avidité. La seule question qui se pose maintenant est: que faisait exactement Benjamin Kyle pendant les 20 années de sa disparition? A-t-il adopté un autre nom et vécu une vie différente comme Ansel Bourne? Est-ce de là que vient le nom Benjamin? Kyle, ou devrais-je dire Powell, le pense. C'est la réponse la plus logique, pense-t-il. Malheureusement, les souvenirs créés lors d'une fugue ne sont jamais retrouvés. Donc, nous ne saurons jamais ce que Benjamin Kyle ou William Burgess Powell ont fait pendant les 20 ans où ils ont disparu. Au fait, j'ai mentionné quelque chose à propos des personnes enlevées par des extraterrestres dans la vidéo, et vous l'avez peut-être oublié parce que vous pensez que les extraterrestres n'existent pas. En 1994, plus de 60 enfants d'une petite ville du Zimbabwe ont vécu une rencontre extraterrestre qui a changé leur vie à jamais. Regardez la vidéo suivante pour le constater par vous-même.